Et donc pour la première conférence, on accueille donc Virginie Chabert, Julien Morel et Martin Pavanello, qu'on invite à venir. Super. Donc c'est vrai que le choix du thème a été assez évident quand on a construit la journée, celui de l'IA, puisque je pense qu'il n'y a pas il y a une publication sur deux sur LinkedIn qui fait référence à l'IA. Si on en croit LinkedIn, on peut se dire que l'IA va révolutionner le monde. On peut même se dire que l'IA révolutionne déjà le monde, si on en croit les publications. On voit que l'IA est partout, que l'IA, tout le monde en fait. Donc a priori, toutes les startups ont déjà intégré l'IA, d'après LinkedIn toujours. Et d'ailleurs, elles le font depuis toujours, hein, c'était dans leur projet initial. Pareil, les entreprises, elles ont toutes intégré l'IA dans leur process, et elles n'ont que des experts IA chez elles. Donc bref, l'IA, selon LinkedIn, est déjà largement présent. Et d'ailleurs, de toute façon, l'IA, c'est vraiment très simple. Et si vous n'utilisez pas l'IA au quotidien, c'est que vous êtes has-been. Donc ça, c'est la vision des réseaux sociaux. Alors évidemment, le but de la journée, c'est de faire atterrir le sujet et de revenir à ce qu'est l'IA et ce que n'est pas l'IA. Et surtout, comme le disait Angela, pouvoir trouver des cas d'usage, sachant qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet exploratoire. Et on va le voir, il y a des cas d'usage qui sont déjà à l'œuvre, il y en a d'autres qu'on pressent, mais encore tout est à faire. Donc on accueille pour cette première conférence introductive Virginie Chabert, qui est directrice métier de 1001 Vie Habitat. 1001 Vie Habitat, c'est un bailleur social qui gère 90 000 logements sur 4 régions, en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en PACA et en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un groupe qui a engagé un projet de transformation ambitieux depuis plusieurs années, notamment pour améliorer ses services et optimiser ses process. Et donc ça s'est traduit avec la mise en place d'un certain nombre d'outils comme des CRM, de plateformes de téléphoniques, de plateformes numériques, et tout un ensemble de réflexions pour le déploiement de nouveaux outils. Donc la plupart des partenaires de Digital Habitat ont eu la chance de collaborer avec 1001 Vie, qui est toujours innovant et qui éprouve les solutions. On accueille Julien Morel, donc qui est General Manager chez Takara Capital. Donc Julien est l'un des fondateurs de Takara Capital en 2008, qui est un fonds qui investit dans les startups en phase de développement, et notamment autour du thème de l'IA. Et c'est l'un des actionnaires de LetXB qui est présent aujourd'hui, et donc l'un des partenaires de Digital Habitat. Et enfin, on accueille Martin Pavanello, qui est président CEO de Mister IA. Donc Mister IA, c'est une société qui accompagne les entreprises dans l'intégration de l'IA et qui donc conseille et forme les collaborateurs à l'IA, et qui a pour particularité d'être assez présent et très présent sur le secteur de l'immobilier. Alors pas uniquement le secteur de l'habitat, hein, c'est tout secteur confondu dans l'immobilier, et donc Mister IA fait partie des précurseurs sur le sujet de l'IA. Voilà, donc bienvenue, et on va pouvoir débuter cette conférence. Merci Julien. Donc, on l'attendait tant. Qu'est-ce que l'IA? Alors Martin, c'est ton tour. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Est-ce que ça n'est pas aussi? En quelques mots. Je vais essayer en 5 minutes. Déjà, bonjour à tous, et je suis ravi d'être là, et merci pour nous donner un peu ce temps de parole. C'est pas facile en 5 minutes d'expliquer ce qu'est l'IA et ce qui va occuper toute votre journée, mais je vais essayer avec des mots simples en tout cas. Déjà, l'IA, c'est quelque chose qui est très vieux. Souvent, on se demande un peu quand est-ce que c'est né, toutes ces choses-là. On parle des premiers modèles d'intelligence artificielle dans les années 40, 45. Je vous conseille de regarder le film Imitation Game, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui raconte un petit peu ces premiers algorithmes qui réfléchissent et qui raisonnent. Le principe de base, c'est de se dire, on va essayer de recréer le fonctionnement d'un cerveau humain. Donc l'IA, de manière très technique, c'est des réseaux de neurones artificiels qui sont censés savoir réfléchir, mais surtout qu'on va entraîner à une tâche
en leur donnant beaucoup de données. Je donne un exemple très simple dans la médecine. Une IA, c'est par exemple un réseau de neurones artificiels à qui je donne des millions de photos de radio et qui apprend ce qu'est une radio, qui comprend ce qu'est une radio. Et donc derrière, quand je lui donne une radio, je lui dis est-ce qu'il y a une fracture ou non. Et grâce à son cerveau de neurones et grâce à son entraînement avec des millions et des millions de données, réussit à vous dire si oui ou non, si c'est une fracture. Pareil dans l'immobilier, si vous êtes déjà allé sur Meilleur Agent, c'est une IA qui a analysé tous les prix de l'immobilier, qui s'est entraînée avec tout ça et qui est capable aujourd'hui de prédire prédire les prix de l'immobilier. Donc ça, c'est ce qui se passe entre, si je grossis un peu le trait, les années 80, 90 et aujourd'hui, ou jusqu'en 2015, ce qu'on va appeler l'IA prédictive. Et ce qui est très nouveau et ce qui fait que le sujet est revenu vraiment sur le devant de la scène depuis quelques temps, c'est qu'en 2015 arrive un nouveau type d'IA qu'on va appeler l'IA générative. Si je reprends le même exemple, c'est toujours des réseaux de neurones artificiels qui copient à peu près ce que fait le cerveau, qu'on entraîne toujours avec des millions et des milliards de données, mais qui cette fois, à qui cette fois, on ne va pas demander de reconnaître une image ou un texte, que sais-je, mais de générer du contenu. Maintenant qu'elle a compris ce qu'était une radio, cette IA, au lieu de la reconnaître, elle va surtout la générer, elle va en créer une. Et ça, c'est les premiers modèles qui apparaissent à partir de 2015-2017, notamment l'entreprise OpenAI aux États-Unis, qui est très pionnière sur ce sujet-là. Et la vraie nouveauté, c'est que non seulement elle arrive, cette IA, à comprendre ce qu'est une image, à reconnaître une image et à produire une image, mais surtout, depuis 2017-2018, elle fait la même chose avec le texte. Et donc, ces IA génératives de texte, c'est ça qui est depuis en tout cas quelques années une très très grosse nouveauté, c'est qu'elle est capable de comprendre le texte, d'analyser le texte et de générer du texte et donc de nous parler comme un humain. Donc ça, c'est très nouveau. Et pourquoi vous en entendez et on en entend parler seulement depuis fin 2022 avec ChatGPT, puisque ça a vraiment été créé plutôt en 2017-2018, c'est qu'en 2022, OpenAI, qui est le développeur de la solution ChatGPT, se dit c'est bien d'avoir ce super cerveau, ce super modèle de langage qui parle, qui génère du texte, qui analyse des documents, qui fait plein de choses, mais il faut que je le mette dans les mains du monde entier. Il ne faut pas juste que ce soit accessible aux super développeurs, aux entreprises, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils créent ChatGPT et qui vous mettent ce nouveau type d'IA générative dans les mains. Et donc c'est à ce moment-là qu'on en entend vraiment parler de partout. Donc voilà un peu les deux types d'IA, la prédictive et analytique, si on peut l'appeler comme ça, que vous voyez depuis très longtemps. Quand vous parlez à Siri, par exemple, c'est une belle IA de ce type-là. Et les IA génératives, qui sont plutôt les types ChatGPT, générateur de contenu, générateur d'images, générateur de texte. Voilà, en quelques mots, comment on pourrait comprendre un peu cet écosystème. Donc on en parle parce que finalement maintenant c'est accessible à tous, c'est ça? C'est ça exactement. En fait, typiquement, je reprends l'exemple de Siri ou de Meilleur Agent. Nous, ce qu'on voit, c'est l'output. On peut voir des prix analysés, des choses comme ça, mais on n'a jamais eu accès vraiment à la techno. L'IA générative, la nouvelle, ce qui est très fort, c'est qu'on l'a dans les mains. Et n'importe qui, Martin, son petit cousin, sa grand-mère, n'importe qui peut l'utiliser et n'importe qui peut avoir des cas d'usage. On va en reparler beaucoup, je crois, mais c'est surtout ça qui est très fort. C'est que je vois personne sur Terre qui n'a pas un cas d'usage avec cette IA générative ou qui ne peut pas en avoir. Alors qu'il y a plein de types d'IA très spécialisés, typiquement la médecine. Je n'ai pas de cas d'usage de ces IA-là, mais ce qui est très nouveau, c'est que celle-ci, elle s'adresse à tout le monde. Et maintenant, alors, c'est accessible à tous par le prix aussi, avec ChatGPT, mais par exemple pour des bailleurs sociaux. Par le prix, pardon. Le prix, parce qu'avant, c'était peut-être complexe de mettre en place des projets. Maintenant, comment... Exactement. Ça c'est une vraie grosse nouveauté aussi, c'est que si on reprend cet exemple de ChatGPT, mais je pourrais dire les Microsoft Copilot que vous devez voir arriver aussi dans vos vies parce que beaucoup de boîtes mettent en place Microsoft Copilot. C'est un chatbot à qui pareil vous pouvez parler, qui va analyser votre texte, analyser des documents, vous rédiger des communiqués de presse, bref, on y reviendra sur les cas d'usage. Mais en effet c'est très nouveau parce que c'est facile à utiliser et deux, c'est pas cher. Si vous prenez ChatGPT, Copilot et plein d'autres types d'IA, il y a une version gratuite à chaque fois. Donc nous, on voit beaucoup de boîtes qui le mettent en place déjà sur la version gratuite. Et après, il y a évidemment des versions payantes pour ceux qui veulent aller plus loin, mais celle-ci, elle est facile d'accès. C'est un site internet et c'est gratuit pour beaucoup. Donc ça l'a beaucoup démocratisé. Et puis c'est un vrai nouveau paradigme. On reviendra aussi, mais c'est la première fois que vous allez pouvoir parler à un outil en langage naturel. Depuis que l'ordinateur existe, c'est à nous de nous adapter au langage des machines. Si je ne parle pas la formule, je ne fais pas d'Excel. Si je ne parle pas le JavaScript, je ne fais pas de développement informatique. Et bien là, lui, il fait du JavaScript, il fait de l'Excel, il fait un peu tout ce que vous voulez, mais vous allez lui donner des instructions comme vous les donnez à votre fille ou à votre fils. Et ça, c'est très nouveau. Merci. On va passer au cas d'usage. Super. Merci pour cette introduction. Donc on va revenir à l'immobilier et au cas d'usage dans l'immobilier. Sachant que, avant de voir comment l'IA s'introduit dans les process, peut-être Virginie, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez revenir sur les enjeux de votre groupe et finalement, en tant que maître d'ouvrage, ce que vous attendez de l'IA
et comment vous imaginez que l'IA peut relever vos défis, mais en partant de vos défis et de vos enjeux en tant que bailleur, un bailleur donc, qui gère 90 000 logements en France. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Nous, en fait, on a des problématiques assez concrètes en tant que bailleur social. On loge des personnes, on loge des résidents et on souhaite pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, tout en ayant une empreinte positive sur le monde qui nous entoure. Donc nous, chez 1001 Vie Habitat, on a 90 000 logements, comme tu l'as dit, Julien. On souhaite pouvoir offrir des logements qui soient situés dans des zones tendues, qui soient bien entretenus, pourquoi pas connectés, innovants. Et on souhaite aussi pouvoir accueillir les 225 000 résidents dans les meilleures conditions et de pouvoir aussi les accueillir dans tout leur profil de diversité, que ce soit leurs revenus, leur âge, leur composition familiale. Donc on a un vrai enjeu de diversification de produits. Également, on a envie de leur offrir la meilleure expérience, le temps qu'ils passent chez nous. Et donc on a un enjeu fort de relation client. Et puis on a aussi besoin d'être solide financièrement parce qu'on a besoin de sous pour pouvoir construire, pour pouvoir rénover, pour pouvoir développer des services. Donc c'est des enjeux assez concrets. Et tu parlais de l'environnement et des nouveaux enjeux. C'est vrai qu'on se retrouve face à des enjeux qui sont assez nouveaux. Par exemple, l'évolution sociétale. On a une population qui vieillit fortement et on va devoir nous s'adapter en tant que bailleur social. On a également des évolutions, des réglementations techniques qui sont de plus en plus contraignantes, réglementaires. On a bien sûr l'enjeu de la décarbonation qui est très forte. On a tous des patrimoines qui ont souvent des dizaines d'années d'existence. On construit vraiment dans la durée. Et puis, on a une prise de conscience aussi assez forte sur les enjeux autour du climat. Voilà, l'artificialisation on a envie de préserver nos sols, on a envie de préserver la biodiversité. Et puis, on a aussi de l'arrivée des nouvelles technologies. Alors, effectivement, ce n'est pas nouveau, le digital, etc. Mais on a aussi l'arrivée de manière plus forte de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, on se trouve en fait confronté à tous ces enjeux. On doit les intégrer de manière assez pratico-pratique, je veux dire, dans nos process. Et c'est là que l'IA, comme toutes sortes d'innovations, peut intervenir. Nous, en fait, ce qu'on attend de l'IA, c'est que tout simplement, ça nous permette d'accomplir notre mission, que ce soit un outil au service de notre mission de bailleur social. Je dirais ni plus ni moins. Bon, c'est déjà un bel enjeu, et qu'on puisse partir de nos besoins de manière très concrète et que ça puisse nous apporter des solutions pour adresser nos enjeux du quotidien. Voilà. Super. Donc c'est bien au service l'IA, bien au service de votre mission et doit répondre à un besoin. Du coup, Julien, vous investissez dans des startups qui intègrent l'IA. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la dynamique et comment les startups intègrent l'IA aujourd'hui ? Du coup, on reviendra après sur quelques cas d'usage, mais déjà nous donner un peu la dynamique qui est aujourd'hui autour des startups et celle que vous accompagnez notamment. Merci beaucoup et bonjour à tous. Moi, je suis investisseur depuis 20 ans, donc j'ai suivi pas mal de grandes évolutions. Et on parlait en introduction de révolution. Il se pourrait que l'IA soit la nouvelle révolution industrielle. En tout cas, tous les investisseurs quasiment du monde entier se mettent d'accord pour ça. Alors maintenant, je reprends aussi l'introduction qui a été mesurée. Que se passe-t-il réellement sur le terrain ? Et moi, je suis là pour témoigner de ce que je vois réellement sur le terrain en tant qu'investisseur et en tant qu'analyste du concret, puisque nous, on investit dans des boîtes concrètes. Il y a 3 types d'acteurs qui émergent. Des acteurs d'infrastructure. Vous avez entendu parler de Mistral, de Scaleway ou de sociétés comme Aleia qui permettent à plusieurs entreprises de partager les données et de travailler à leur IA. Donc ça, c'est de l'infra. Un peu d'ailleurs comme le monde Internet s'est structuré.
Vous avez des acteurs majeurs dans le B2C qui ont été cités en intro, les chats GPT, etc. Bon, on l'a tous essayé. C'est une déflagration, effectivement, c'est ce qui a vraiment constitué la déflagration et la mondiale, finalement, autour de l'IA. Et puis, vous avez de plus en plus d'acteurs de B2B, c'est-à-dire de services aux entreprises, qui mettent l'IA au service des entreprises. Et ça, c'est notre domaine de prédilection, c'est le domaine qui nous intéresse. Donc nous, on pense que les gagnants, certains des gagnants, ça va être les sociétés qui sont capables d'allier connaissance des processus métiers de leurs clients, maîtrise de l'IA et, troisième élément, très important selon nous, la mise à disposition de la solution en SaaS. Alors, pourquoi le SaaS est très important dans ce triptyque gagnant? C'est parce qu'en fait, les clients vont mettre à disposition leurs données, comme on l'a dit en introduction, puisque c'est la base, hein, c'est l'utilisation des données clés, critiques des clients à l'IA. Voilà. Et il y a beaucoup de clients qui ne veulent pas externaliser leurs données auprès d'un prestataire qui va leur trouver une solution fantastique, ok, mais qui préfèrent le faire en interne. La solution SaaS, c'est exactement ce qui permet de le faire en interne. Voilà. Et je vais donner deux exemples, un dans l'immobilier et puis un autre dans les tech. Deux exemples qui m'ont impressionné de choses réellement vues et qui fonctionnent. Allez, je vais commencer non pas par l'immobilier, pour ouvrir un peu le débat sur d'autres secteurs, par un secteur qui m'est cher, qui est celui de l'éducation et de l'EdTech. J'ai vu une entreprise assez extraordinaire qui est capable, grâce à de la science cognitive, un corpus de sciences cognitives extrêmement fort, couplé à de l'IA, de transformer toute formation médiocre. On a tous fait des formations médiocres, on arrive avec son PowerPoint et puis on regarde le public et on se dit est-ce que vraiment ça a impacté, je ne suis pas sûr, etc. Ben, vous prenez votre PowerPoint, je résume, hein, vous le mettez dans l'entonnoir et il vous ressort la formation idéale, impactante, avec les questions au bon moment, les tests qu'il faut faire, les techniques pédagogiques qui fonctionnent le mieux pour avoir un impact maximal. Tout ça en plus, produisant une réduction des coûts de production de la formation assez extraordinaire. Pourquoi j'en parle? Parce que là, on est dans des sujets transformants, parce que ça peut s'appliquer à la Terre entière, voilà, et il y a un impact pour nous, en tant que société, qui est majeur. Deuxième exemple, qui est celui, vous en avez un représentant aujourd'hui, qui est celui dans l'immobilier de l'Intelligent Document Processing, la gestion intelligente des documents, qui est finalement assez, qui corrobore pas mal notre introduction autour de l'IA, qui est assez bluffante aussi. C'est-à-dire que vous, en tant que spécialiste de l'immobilier, que je ne suis pas, hein, je tiens à le signaler, mais je sais que vous avez un sujet documentaire, de base documentaire, extrêmement prégnant, extrêmement complexe à gérer, et que ça fait presque même partie, pour certains d'entre vous, de votre cœur de métier, finalement, de gérer ces documents. Si vous avez un parc immobilier avec énormément de biens, que ce soit en location ou en patrimonial, le nombre de documents est hallucinant à gérer, sans parler des documents entrants, des documents sortants, et en plus du stock. Aujourd'hui, une solution d'IA bien entraînée avec vos données va pouvoir reconnaître un document mieux qu'un humain, assez vite. Pas tout de suite, mais assez vite. Et au bout de quelques mois seulement, vous permettre d'atteindre des taux que vous ne pouviez même pas espérer, même en mettant des équipes de folie de gestion qui approchent les 95-99% de reconnaissance des documents, quelle que soit la forme des documents que vous ayez en base. Et ça, c'est assez majeur. Voilà, c'est assez majeur dans votre secteur à vous, mais dans plein d'autres secteurs, bien entendu.
Voilà. Donc ces deux exemples, moi, je trouve très intéressants parce que c'est des exemples de SaaS B2B qui s'appuient sur une expertise métier clé. Et puis, il y a autre chose que je voulais signaler aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont contre-intuitives dans l'IA. C'est-à-dire qu'on se dit aussi, moi en tout cas, au tout début, je me disais, ouais, l'IA va permettre à des entreprises d'être meilleures là où elles sont mauvaises. Voilà. Je ne suis pas terrible en service client, je vais utiliser de l'IA et je vais remonter mon niveau là-dessus. Ou je ne suis pas terrible dans tel ou tel domaine, etc. Or, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, en réalité, les startups qui marchent et qui signent, finalement, qui signent des clients, elles le signent non pas sur les points faibles des clients, mais plutôt là où les clients sont très forts déjà. Et c'est une amélioration qui permet d'atteindre des niveaux que l'entreprise ne pouvait pas avoir, mais même si c'était vraiment son domaine d'expertise. Et ça, c'est assez contre-intuitif. C'est logique quand on y pense, puisque l'IA va s'appuyer sur des bases de données et le corpus documentaire des entreprises. Donc, c'est tout à fait normal. Mais c'était un peu contre-intuitif, et moi, c'est quelque chose qui m'a, en tant qu'investisseur, que j'ai vu évoluer, et sur lequel je n'aurais pas parié forcément au début. Et puis, un petit message aussi, un petit cocorico quand même. Les Américains sont très forts, mais en France, sur l'aspect B2B SaaS, on est vraiment bien équipé. Parce qu'il y a une révolution sur le marché des startups, je parle, c'est que les ingés arrivent sur le marché des startups. Moi-même, je suis ESSEC, école de commerce, je me suis occupé de l'ESSEC pendant très longtemps, on a des super succès avec des profils managers, etc. Mais pour des domaines comme l'IA, il faut combiner vraiment une expertise métier, on va dire plus business, mais aussi une expertise technique qui est vraiment profonde. Voilà. Et on est super fort là-dessus, en termes de ressources humaines, en termes de profil. Et je crois qu'on peut voir l'avenir avec sérénité, enthousiasme, même si on n'en est qu'au début. Je suis bien d'accord là-dessus. Super, merci beaucoup. Donc, les ingénieurs vont prendre le pouvoir des entreprises. J'ai pas dit ça, j'ai dit le binôme. Reprennent leur place. Mais par contre, le cas d'usage que vous citez sur les documents, si j'essaie de le concrétiser, je donne accès à tous mes documents à une IA et je lui demande, par exemple, à partir de tous mes baux, de constituer une base de données avec les mètres carrés et les indices de révision qui sont dans ces baux. C'est ça le cas d'usage très concret ? Oui, alors, sauf que ça, c'est à terme. On va dire que l'IA peut commencer à s'exercer sur une base qui n'est pas l'intégralité de la base au début. Donc, ce qui permet aux entreprises de faire des POC, ce que j'appelle des POC, c'est des Proof of Concept, avec des startups à moindre coût. Et moi, j'encourage les entreprises effectivement à procéder de cette manière-là, sans parler du fait que effectivement, il y a beaucoup. L'IA est devenu un buzzword aussi dans le milieu des startups. Donc, il faut faire bien attention. Il y a des startups qui font vraiment de l'IA, telle qu'on l'a définie. Et puis, il y a des startups qui ont un logo IA ou qui affichent IA sur leur site web. Nous, juste pour illustrer ce point-là, nous, chaque fois qu'on investit, on fait une analyse concurrentielle. Évidemment, les Américains, que j'adore, ceci dit, mais sont les champions du monde du marketing. C'est-à-dire que vous regardez leur site web, vous vous dites, ah bah ça y est, les gars, ils sont au top, ils ont déjà la solution IA qui tourne, etc. Puis quand on creuse un peu, il n'y a pas grand-chose en réalité. Et on n'a pas à rougir de ce qu'on sait faire, en tout cas à proximité. Voilà. Super, merci Julien. Martin, alors vous tournez beaucoup dans les sociétés immobilières aujourd'hui pour former les collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans l'immobilier quelques cas d'usage que vous avez vus à l'œuvre et puis comment ces entreprises s'approprient cette technologie ?
Bien sûr, donc en effet, on a accompagné une centaine de boîtes aujourd'hui dans l'immobilier, tout métier de l'immobilier confondu. Juste avant de donner des cas d'usage très concrets, il y a 2 types de cas d'usage qu'on voit beaucoup. D'abord, on s'est tous dit, ça va nous faire gagner beaucoup de temps, on va aller très vite avec de l'IA, donc c'est un super outil de productivité, et c'est vrai, on le verra, on écrit plus vite, on analyse plus vite, on fait des synthèses beaucoup plus vite, on répond aux mails beaucoup plus vite. Ça, c'est la première chose, mais le problème de l'immobilier, je dis souvent que c'est pas McDonald's, on ne vend pas le même burger 1 milliard de fois à tout le monde. On a des locataires, on a des acheteurs, des vendeurs qui ont tous leur personnalité, qui ont besoin aussi qu'on les accompagne. Ils ont des projets de vie qui sont pas faciles. Je pense dans le logement social, c'est encore plus vrai, il faut être encore plus proche de ses clients, etc. Donc, il faut personnaliser un petit peu. Et là, l'IA, elle est très forte aussi. Là où on l'attend pas, c'est qu'on va pas juste essayer de gagner du temps et de faire plus de clients, on va essayer de mieux les accompagner. Et il y a un vrai gain de qualité. Je vous invite à voir des études qui ont été faites par le BCG notamment, qui montrent qu'en fait, quand on donne ChatGPT dans les mains d'un consultant BCG, il fait 25% de gain de temps. Ça c'est sûr, mais il fait 41% de gain de qualité sur ses tâches. Et ça nous demande à nous humains aussi de réfléchir un petit peu, de se poser et d'être assez lucide sur qu'est-ce que l'IA peut faire plus vite que moi. Bon, bah ça on imagine, mais qu'est-ce qu'elle peut faire mieux que moi pour être plus personnalisée, plus impactante, plus concrète. Donc ça c'est un vrai sujet, je pense, avec l'intelligence artificielle. Sur les cas d'usage, il y en a beaucoup. Ce que je peux vous dire qu'on voit de manière très concrète au quotidien, tout ce qui est des comptes rendus de visites. Là, que vous soyez sur la partie promotion du métier, vous visitez des chantiers, que vous soyez sur la partie achat-vente où vous faites des visites avec des acquéreurs, avec des vendeurs, que sais-je, on voit beaucoup dans ces métiers-là, les gens qui prennent leur téléphone à la fin d'une visite et qui disent pendant 3 minutes, ils parlent à cette IA, que ce soit ChatGPT, Copilot pour les plus simples. Je parle à cette IA, je lui dis voilà tout ce que j'ai vu, voilà ce que mon client a aimé, voilà ce qu'il n'a pas aimé, voilà les problématiques que j'ai vues sur le chantier, etc. Je lui parle pendant 2 minutes et à la fin, je lui dis je veux que tu me fasses un mail récapitulatif de tout ce que je viens de te dire, que j'envoie à la fois à mon collègue, à la fois à mon stagiaire pour qu'il ait bien compris, et à la fois à mon N+1 pour qu'il ait un petit résumé rapide. Et là, vous vous retrouvez avec 3 mails récap de la visite, de chantier ou d'appartement ou de que sais-je, en 1 minute 30. Donc ça, c'est quand même des cas d'usage qui vont gagner beaucoup de temps. La réponse au locataire, on voit, alors il y a la réponse mass market, si je peux dire, sur ce qui est le ticketing, toutes les questions que peuvent poser vos clients auxquelles on sait que les gens peuvent répondre de la même manière tous les jours. Là, on voit des coûts du ticketing qui vraiment descendent en flèche. Nous, on parle avec des gros syndics qui ont beaucoup de questions par mail toute la journée et qui passent de 3, 4, 5 euros le coût d'une réponse aujourd'hui à 90 centimes avec ChatGPT, qui est branché et qui prépare une réponse. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, pour moi, et ça a été un petit peu dit là, mais ces IA aujourd'hui, elles sont très fortes pour faire une partie du travail, une partie d'une tâche, mais nous, on parle très peu d'automatisation. C'est des outils qui font des erreurs, c'est des outils qui ne sont pas parfaits, c'est des outils qui n'ont pas votre patte, votre expérience, et donc elles vont certes vous aider à faire plein de tâches, mais nous, on pense qu'aujourd'hui, elles ne sont pas du tout prêtes pour réaliser 100% d'une tâche pour vous. Et ça, c'est le bon exemple de la réponse aux locataires. J'imagine chez des bailleurs sociaux, avec 90 000 logements, on répond beaucoup toute la journée à des questions dont la réponse est très facile, mais il faut qu'on réponde à la personne. Et là-dessus, automatiser 100% la réponse, nous, on ne le conseille pas du tout, mais plutôt comment je peux m'aider de l'IA pour qu'elle me prépare la réponse et que je valide, que je change le montant, que je change un peu la phrase d'accroche parce que je sais que ce client il est pénible alors que ce client il est très sympa, il veut que je mette une petite blague. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, il y a besoin que l'humain vienne vraiment valider tout ça. Moi, je vous prends un exemple aujourd'hui, 1/3 de mes mails sont répondus avec Copilot sur Outlook. 1/3. Je pense que je gagne 1 heure par jour parce que 1/3 de mes mails, je reçois une question qui me dit tiens, est-ce que cette formation elle est finançable, est-ce qu'elle est qui va faire la formation et combien de temps elle dure? Sauf que c'est un client que je connais pas, un prospect que je connais pas, donc je fais une réponse un peu formelle. Je dis à Copilot, oui, finance, j'écris oui, Harry ou oui, Martin, 7 heures. Et Copilot me fait un mail très clair, en 20 secondes. Bonjour monsieur, madame, merci pour votre mail, ça me fait plaisir que vous soyez intéressé par notre solution, etc. Et ça m'a pris 0 temps. J'ai juste écrit 3 mots et ça m'a pris 0 énergie. Donc sur ces cas d'usage, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on voit comme cas d'usage? Sur les baux, on commence à le voir beaucoup. Alors, en effet, je pense que l'IA n'est pas prête pour aller interroger un corpus de centaines ou de milliers de baux en une fois. Par contre, nous, on a des property managers qui travaillent, une équipe de property qui travaille sur 2-3 immeubles qui ont très peu de baux. Et là, pour le coup, dès qu'ils ont une question d'un client, ils la posent à un chatbot qui est branché au bail en question. Et le chatbot prépare un mail réponse directement. Et donc là aussi, ils n'ont pas besoin d'ouvrir le bail, ils n'ont pas besoin de chercher l'information dans le bail, ils n'ont pas besoin de synthétiser le bail, ils n'ont pas besoin d'écrire le mail pour répondre aux clients. Donc ça, c'est du concret. La lecture de PLU, on commence à beaucoup le voir sur la lecture de PLU. Tiens, je veux avoir telle information sur tel PLU. Sur la comparaison de devis, là on l'a avec des syndics typiquement. Tiens, je reçois 3 devis, il faut que j'en fasse une synthèse pour le conseil syndical pour qu'il puisse choisir le bon prestataire. Je donne les 3 devis à une IA type ChatGPT et je lui dis tu me fais un tableau récap avec les 5 infos dont j'ai besoin. Et là, quand je vous dis que cette tâche-là, elle prend 2h30 parfois à des personnes, c'est vrai. Et GPT, il le fait en 5 minutes. Donc,
nous, on est vraiment là-dessus de dire quels sont les cas d'usage. Enfin, cette IA, elle permet d'avoir des cas d'usage très quick win. Elle va changer complètement la face des métiers à terme, c'est sûr, mais déjà aujourd'hui, elle permet à beaucoup de gens de gagner 20 minutes, 40 minutes par jour, 1 heure par jour, 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, j'espère un jour tous les jours. Mais c'est là-dessus qu'il faut vraiment chercher, je pense, et en tout cas sur le gain de productivité, mais sur le gain de qualité, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant, honnêtement, préparer des annonces. Voilà, tiens, je vais faire une annonce, j'ai un nouveau logement que je vais mettre en location, que je vais mettre en vente. À la fois, il y a la partie écrire l'annonce, où là, vous allez certes gagner du temps. Il y a beaucoup même, vous allez voir, les portails sont en train d'intégrer tout ça, donc vous pourrez écrire rapidement votre annonce par un portail. Mais là, je veux aussi insister sur le deuxième point, qui est, c'est bien d'écrire l'annonce vite, mais surtout comment je la personnalise pour un primo-accédant, comment je la personnalise pour loger des personnes qui ne sont pas français, comment je la personnalise pour loger des Français qui ont perdu leur job, qui ont 60 ans ou je ne sais quoi. Mais je ne vais pas faire la même annonce. Et pour un humain, c'est très dur de se dire comment je la personnalise en fonction de ses caractéristiques. Pour une IA, c'est très facile. Et typiquement, on travaille avec des 4-5 000 agents immobiliers aujourd'hui qu'on forme au quotidien. Vous imaginez sur la partie agent immobilier comment ça les aide à personnaliser ces annonces-là. Et je dis agent immobilier, mais dans la salle, vous avez tous ce cas d'usage ou presque de écrire une annonce ou en tout cas marketer un bien, un projet, un appartement, que sais-je. Donc voilà, il y a pas mal de petits cas d'usage comme ça. Nous, c'est surtout sur ces cas d'usage concrets et très micro qu'on essaie d'impacter. Mais là-dessus, elle est très forte. Et je parle très texte là, mais sur l'image, c'est bluffant. Sur l'image, c'est bluffant. Il y a une chose, typiquement sur les travaux. Moi, j'ai eu le cas d'usage récemment chez moi et on est en train du coup de le déployer dans plein de boîtes de l'immobilier. Je prends ChatGPT, je visite un appartement, mon appartement de lequel je suis locataire. Je prends en photo les quelques points qui ne vont pas, de la peinture sur le mur, de la peinture sur le canapé, une plainte qui est cassée, une ampoule qui est cassée. Et je prends en photo, ça me prend 7 secondes, et je parle à GPT, je lui dis tu fais un mail très précis à mon propriétaire pour lui expliquer ce qui ne va pas. Et 1 minute après, j'ai un mail très précis qui explique ce qu'a vu GPT, à savoir la plainte cassée, la peinture sur les murs, etc. Et ça peut paraître tout bête, mais je serais revenu chez moi, j'aurais pris un quart d'heure pour écrire ce mail-là. Donc plein de petites choses comme ça. Et le dernier point sur la photo, un use case qu'on voit beaucoup, c'est toutes les IA qui vous aident à améliorer vos photos. Et là, typiquement, j'ai un appartement vide où on voit avec des promoteurs qui commencent à déposer, vous le verrez, déposer des permis avec des images générées par IA, 100%, des gros promoteurs. C'est vraiment concret. Je travaille un peu avec l'architecte, je lui envoie des briefs beaucoup plus précis parce que je m'aide de l'IA pour écrire des briefs plus précis. Je vais même lui donner quelques inspirations parce qu'en fait, moi, dans ma tête, c'est assez clair ce que je veux pour mon appartement ou pour mon projet immobilier, mon immeuble. Donc, je vais l'expliquer pendant 3 minutes à une IA, puis il va me proposer une dizaine de photos. Ça peut paraître tout bête, mais je vais en enlever la moitié et au moins, il me restera bien 5 photos que je peux envoyer à l'architecte. Donc, là, quand je lui envoie un bon brief et 5 bonnes photos, beaucoup plus facile pour lui et beaucoup plus rapide de faire ce travail-là. Et puis derrière, de générer l'image, l'architecte le fait lui avec son métier, mais pour des petits projets, pour des choses qui peuvent aller très vite, l'image peut être générée 100% par une IA. Et elle peut être améliorée. Là, je vous reprends l'exemple de l'agent immobilier. Je prends en photo une pièce. Je prends un exemple que j'aime bien, qui est la prise de mandat pour un agent immobilier. J'arrive chez un prospect qui n'est pas encore client. Je dis, la pièce, elle est vide. Va falloir qu'on la mette en avant. Moi, si je prends votre mandat, je vais la mettre en avant sur les portails, etc. Je prends en photo avec des applications françaises, Oki, Flash, il y a plein d'applications qui marchent très bien. Je prends en photo et je lui dis, meuble-moi ça de manière très moderne. En 3 secondes, vous avez, avec un respect parfait des proportions de la pièce, une pièce qui est meublée. Et là, je dis à mon client, regardez moi ce que je vais faire avec votre bien si je le mets sur les portails. Donc, donnez-moi le mandat. Et il vous donne le mandat. Et ça marche pour vraiment plein de métiers. Donc, voilà, pas mal de cas d'usage, j'ai essayé d'en synthétiser quelques-uns, mais en tout cas, bien retenir que certes, on va gagner du temps avec, mais il va falloir qu'on soit très lucide sur où est-ce qu'on peut gagner en qualité, écrire mieux, synthétiser mieux, raisonner mieux grâce à lui, ou grâce à elle, l'intelligence. Super, merci. Tous ces exemples qui font rêver. Je pense que la résolution des tickets pour un bailleur, c'est un sacré sujet. Donc si on peut réduire de 80% le temps de production de la réponse, et la qualité, c'est un défi. Juste un exemple, je pensais sur la qualité des réponses aux clients. C'est pas immobilier, mais ça va vous faire rire. On travaille avec une grande municipalité, dont je dirais pas le nom, mais qui peut être assez rapidement imaginée, qui nous dit, en fait, moi, je veux mettre de l'IA, donc on essaie de mettre de l'IA. Et d'un coup, nous, on a fait notre pitch, on va vous faire gagner du temps, on va aider les agents à gagner beaucoup de temps, ils vont écrire moins, etc. Elle dit en fait, non, c'est pas du tout pour ça que je vais utiliser l'IA. Du temps, on en a et le gain de productivité, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. En revanche, ce qu'on va rechercher, c'est que tous les posts LinkedIn postés par la mairie et auxquels les gens répondent, et quand nos agents y répondent, 3 sur 4, il y a des fautes d'orthographe et de grammaire. Et ça peut paraître tout bête, parce que, 1, c'est peut-être pas leur métier de faire ça, 2, ils n'ont pas le temps, donc ils répondent vite. Bref, il y a plein de raisons. Mais du coup, elle nous a dit, en fait, aidez-nous juste
à faire 0 faute et avoir la même qualité dans nos réponses. Et ça, c'est un cas d'usage concret de pas de gain de temps, mais de qualité. Ok, super, merci. Alors il y a une question, j'en profite parce qu'on m'envoie les questions au fur et à mesure sur Slido. Donc il y a déjà une crainte qui est exprimée, notamment sur le partage des données. Donc évidemment, ça expose les entreprises puisqu'elles sont amenées à partager beaucoup d'informations à ces outils. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une réponse à cette problématique, à cet enjeu, celui de l'exposition de la donnée qui est J'ai 3 réponses, parce que c'est la première question de tous nos clients, donc maintenant j'ai bien travaillé mon pitch. Mais j'ai 3 réponses et qu'on voit vraiment là aussi au quotidien depuis 6-7 mois. La première, c'est que déjà il y a beaucoup de cas d'usage qui n'impliquent pas de données sensibles. Et l'IA, elle aide plein de boîtes sur plein de cas d'usage pour faire gagner du temps et de la qualité sans toucher aux données sensibles. Donc déjà, si on arrive à se concentrer là-dessus, on va gagner beaucoup de temps et on va faire une bonne utilisation de l'IA. Ça, c'est la première step. La deuxième step, c'est de se dire en fait tous les outils, typiquement ceux que moi je mentionnais, de ChatGPT, de Microsoft Copilot ou autres modèles de ce type, leur play, pour le coup, moi je pense que c'est pas le B2C, manifestement c'est pas le B2C, c'est le B2B. Microsoft, ils ont racheté ChatGPT parce qu'ils veulent en faire un outil de la suite Office. Et ils poussent Copilot parce qu'ils veulent en faire aussi un outil de la suite Office. Donc leur plus gros risque, c'est quoi? C'est qu'un jour, il y a une data qui fuite. Donc déjà là-dessus, sur la fuite de data, parce que c'est un gros sujet, eux, ils mettent tout en place. Et quand vous mettez Copilot aujourd'hui, c'est sur votre environnement Microsoft, sur vos serveurs Microsoft, donc c'est sécurisé. Et pareil, ChatGPT, on commence à avoir beaucoup de boîtes françaises qui le déploient en version entreprise parce que c'est sécurisé. Et le troisième point, c'est de dire ça peut être sécurisé, mais la data, elle peut quand même aller sur les serveurs américains. Elle peut ne pas fuiter. C'est le cas avec Microsoft. On n'a jamais ou très peu vu de fuite de data chez Microsoft. Je pense que vous êtes tous ici témoins. Par contre, si vous avez des serveurs chez Microsoft aux US, bah, votre data, elle part aux US. Donc ça, c'est le troisième point. Mais aujourd'hui, il y a en plus des solutions qui vous permettent d'avoir votre data en France. On parlait de Mistral tout à l'heure. Vous pouvez très bien faire tourner du Mistral sur vos machines. Alors, ça coûte cher, ce n'est pas les mêmes investissements, mais la data, elle peut rester en France. Et on a même des acteurs français qui aujourd'hui prennent des serveurs en France pour faire tourner tous ces modèles. Donc voilà, il y a tout un panel de choix. Il faut y faire attention. Mais aujourd'hui, il y a quasiment une réponse à toutes ces problématiques-là. Donc c'est plutôt encourageant. Par contre, il faut le prendre en main et bien trouver la bonne réponse. Je vais juste apporter un petit complément parce que je pense que c'est un sujet essentiel. Et je suis peut-être plus prudent sur l'avenir de la confidentialité de données. Je pense qu'on va avoir des surprises. Il y a des problèmes de confidentialité qui vont arriver et législation, etc. Donc, moi, en tant qu'entreprise, si j'étais un client, j'essaierais quand même de gérer mes données, de garder mes données le plus possible dans un cadre sécurisé, effectivement, et exclusif. Donc, ce que Martin a décrit, c'est plutôt de l'utilisation des outils grand public appliqués au business, type ChatGPT, etc. Moi, je ferais attention à cela, de ce point de vue-là, et je privilégierais les partnerships avec les startups avec lesquelles je travaille pour que cette donnée ne sorte pas de l'entreprise, qu'elle ne soit pas partagée avec d'autres, qu'elle soit sécurisée et qu'on fonctionne dans un cadre où vous restez maître de vos données qui peuvent être ultra précieuses. Hein. Bon, maintenant, effectivement, il ne faut pas non plus dramatiser. Il y a les outils en cloud sont sécurisés, etc., même aux États-Unis. Mais je reste prudent là-dessus. Voilà. Et nous, quand on investit, c'est vraiment un sujet important parce qu'on a eu des échecs dans des boîtes qui ont été arrêtées carrément pour des questions de confidentialité de données législatives, hein, par le passé. Pas dans l'IA, hein, mais dans d'autres domaines. Donc, vrai sujet d'attention. Je pense qu'on ne peut pas donner une réponse définitive encore aujourd'hui là-dessus. Super, merci de ces précisions. Alors Virginie, ça fait rêver tous ces cas d'usage. Est-ce que chez 1001 Vies, vous avez déjà intégré l'IA dans certains process ou est-ce que vous avez déjà imaginé quelques cas d'usage en lien avec vos différentes activités? Alors effectivement, ça fait rêver. Hein. Où est-ce qu'il faut signer tout de suite? Chez 1001 Vies, on a une approche assez pragmatique. Vous parlez de cas d'usage concrets. On prend des périmètres réduits, des problématiques très simples, et puis voilà, on lance des expérimentations. On vient de signer un partenariat autour de la construction neuve. Voilà, on est dans la pierre avec Builders.
C'est une société qui propose en fait d'aider à identifier la constructibilité, à densifier, à surélever, etc. Donc déjà, ça travaille sur l'analyse, sur la faisabilité. Vous parliez tout à l'heure de donner accès à des PLU, données cadastrales, etc. Et puis ça permet également de simuler des scénarios en quelques minutes, des dizaines de scénarios. Et ça permet aussi aux bailleurs d'être autonomes sur la simulation de ces scénarios, de paramétrer, d'intégrer, de faire évoluer. Et puis aussi, ça permet de pouvoir ensuite aller voir les villes, les voisins, et de pouvoir montrer visuellement sur une maquette 3D ce que ça donne. Donc ça, c'est quelque chose, bon, je pourrais vous en dire plus peut-être l'année prochaine, parce qu'on vient juste de signer le partenariat, mais ça va nous permettre d'adresser plusieurs enjeux. Déjà, d'être en mesure de continuer à construire, hein, parce qu'on est quand même... c'est quand même un enjeu important de pouvoir limiter les coûts et puis pouvoir limiter aussi l'artificialisation des sols. On a aussi d'autres cas d'usage. Alors ça fait quelques années qu'on est sur tout ce qui est autour du bâtiment ou du logement intelligent, avec la mise en place d'objets connectés. Nous, on a mis en place une plateforme Citron qui permet de faire remonter un certain nombre de données, de les structurer, de faire parler la donnée. Et notamment, on a une problématique qui est comment diminuer comment économiser l'énergie, voilà, que ce soit le gaz, l'électricité, etc. Et surtout les locataires qui s'adressent à nous, qui nous disent voilà, la facture est trop élevée. Donc on met en place des expérimentations. C'est par exemple Voltalis sur les collecteurs électriques, ou alors Oga sur les chaudières individuelles gaz, ou également Elax sur les chauffe-eau électriques. Et c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des objets connectés. Bon, là, c'est vraiment dans le logement, hein, sur le chauffe-eau, sur la chaudière. Et ce sont des objets qui vont, pendant quelques semaines, observer les comportements des utilisateurs. Donc, à quelle heure les gens rentrent chez eux, à quel moment est-ce qu'ils ont besoin d'eau chaude, etc. Alors, bien sûr, c'est sur la base du volontariat. Et puis ensuite, ces sortes d'objets intelligents vont pouvoir se paramétrer eux-mêmes et ensuite vont pouvoir abaisser, donner des consignes de température ou lancer un quart d'heure avant que les gens ne rentrent chez eux. Mais ça permet aussi d'identifier les pannes et également de faire de la maintenance prédictive, parce que ça va capter tout un tas de signaux faibles qui seront autant de signes avant-coureurs. Donc ça, on est vraiment en train, j'ai donné 3 exemples, mais on est en train de mettre en place tout un tas d'expérimentations. On avait aussi, il y a quelques années, mis en place une expérimentation autour de la maintenance prédictive des ascenseurs. Alors pareil, le même principe, hein, bon, là on met des objets connectés qui observent le comportement de l'ascenseur et qui va capter des signaux faibles, comme par exemple un temps de fermeture des portes qui est trop long, et qui peut-être va annoncer une future panne. Bon, en fin de compte, on a eu beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Donc, c'est une expérimentation qui n'a pas été concluante. Bon, peut-être qu'on était trop tôt, mais je suis sûre que depuis, la société a pu mettre en œuvre d'autres... a pu améliorer ça, et ça serait intéressant peut-être d'y retourner. Après, on parlait de la relation, côté relation client. C'est vrai qu'on a vraiment des ambitions fortes là-dessus. Alors, on pensait à un chatbot de premier niveau. On est en train d'y réfléchir, donc on va intégrer ce que j'ai entendu, où on demandera des conseils. En fait, on aimerait que ça puisse venir compléter le dispositif déjà existant. On met en place un dispositif multicanal, hein, qui est basé de manière assez classique sur une relation client avec nos équipes en proximité, les agences, également un centre de relations clients qu'on a mis en place à Nevers, et puis un extranet, alors qu'il y a des fonctionnalités assez limitées.
et on aimerait bien pouvoir compléter cela pour pouvoir répondre de manière immédiate aux questions de nos locataires, notamment en dehors des heures ouvrées, mais pas seulement, hein. Et puis d'être joignable. Aujourd'hui, on répond à 4 appels sur 5. Maintenant, il y a quand même 20% des fois où on n'est pas en mesure de répondre. On a aussi envie de pouvoir apporter un service. Vous parliez beaucoup de qualité, donc un service rendu de meilleure qualité. On a des engagements forts. On met en place une démarche certifiante qui s'appelle Livia, avec un certain nombre de délais. Voilà, donc on a besoin d'honorer ces délais. Également, vous parliez de documentation. On est en train de regarder si on pourrait automatiser le courrier entrant. Et on a été faire des visites de sites et on nous a montré justement de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est différents exemples. On a aussi, pour accompagner au mieux nos seniors, on a envie de lancer une expérimentation avec Allogia. Ils ont une solution qui s'appelle Reveal Care, qui permet d'aller capter des milliards, littéralement des milliards d'informations, et de pouvoir nous aider avec les quelques informations qu'on aurait, nous, de pouvoir croiser ça et de pouvoir identifier notamment les priorités. Ça pourrait nous servir dans le cadre de notre PSP. Et puis je terminerai, parce que je vois que je retourne, je terminerai avec des cas d'usage auprès des salariés. On a mis en août dernier un chat GPT d'entreprise qui permet de sécuriser la donnée. On l'a fait sans accompagnement. On a juste mis à disposition en se disant bon, faut éviter que la donnée aille se balader. Pour le moment, on aurait sans doute besoin de sociétés comme Mysteria qui pourraient apporter un accompagnement aux utilisateurs. Depuis un mois, il y a 30 utilisateurs dans notre groupe qui ont copilote. Voilà, donc on découvre. Hein. Et puis également, on a Albert qui vient d'arriver chez nous, qui est un nouvel entrant depuis une semaine et qui nous aide à nous sensibiliser sur l'enjeu de la cyberattaque. Alors c'est un enjeu auquel nous sommes très sensibles chez 1001 Vie Habitat parce que nous avons subi une cyberattaque il y a 3 ans. Donc on met en place un certain nombre de choses depuis. Et donc Albert est installé sur Teams. Albert nous sollicite régulièrement. Albert va nous tendre des pièges. Vous nous envoyez des liens sur lesquels on n'est pas censé cliquer. Il va essayer de subtiliser notre mot de passe, etc. Et il va surtout nous approcher. Vous parliez de pédagogie tout à l'heure. Il va pouvoir nous former de manière personnalisée en échangeant. Donc c'est vraiment un robot conversationnel avec lequel il va nous donner des conseils sur l'erreur qu'on aura commise. Voilà quelques exemples concrets. Super, merci Virginie. Alors il nous reste 5 minutes, il y a beaucoup de questions, on essaiera d'en prendre quelques-unes à la fin de la session. Dernière séquence autour de comment on intègre l'IA. Est-ce que pour les sociétés qui sont représentées ici, vous avez quelques bons conseils sur finalement comment on va l'intégrer dans les process et comment tout ceci va se concrétiser? Alors je commence par vous Julien ou Martin. Quels sont vos bons conseils, vos deux, trois bons conseils pour intégrer l'IA dans le quotidien des entreprises? Alors, moi, je suis monsieur start-up, mais d'abord, vous pouvez très bien, en tant qu'entreprise, avoir des compétences IA en interne et effectivement constituer une équipe experte qui développe des solutions IA pour vous. Donc, je voulais juste signaler ça avant de poursuivre. Dans le cadre d'une relation start-up innovante et groupe, je relance le terme de partnership parce que je crois vraiment que c'est le bon terme qu'il faut mettre en place parce qu'il va y avoir de l'échange de données, il va y avoir de l'échange de process métiers, de cuisine interne et voire de politique aussi. Donc il faut, je crois, privilégier ces fameux POC d'abord, mettre sur la table du côté de clients, entre guillemets, grands groupes qui travaillent avec la start-up, un tech. Il faut qu'il y ait un tech interne qui vérifie qu'on parle bien d'IA, que ce n'est pas justement du marketing, entre guillemets, et l'expert métier qui va bien
sur le sujet donné. Et un soutien sans doute de la direction générale, parce que c'est des sujets qui sont stratégiques. Donc je crois qu'il faut organiser un triptyque de ce type-là pour choisir le prestataire avec lequel vous allez travailler. Dans une logique partnership sur laquelle vous allez tester la solution proposée pendant 3 mois pour voir ce que ça donne, mesurer les résultats. Parce que si vous ne les mesurez pas, vous partez dans le vide. Demandez donc aussi à la start-up de s'engager sur un certain nombre de résultats à terme pour pouvoir comparer ce qui a été promis et ce qu'on arrive à faire au bout de quelques mois. Et puis ensuite poursuivre à plus grande échelle si les résultats sont concluants ou non d'ailleurs, ou arrêter si vous passez à autre chose si ça ne l'est pas. Donc voilà mon approche, en tout cas côté partnership, groupe startup. Super, merci Julien. Martin, vous, pour débuter, vos 2-3 bons conseils pour prendre en main le sujet? Travailler avec Mysteria, je pense que c'est une bonne solution déjà. Non, mais pardon, c'est un peu fort. Nous, c'était tout le sujet quand on a créé Mysteria il y a 6 mois, c'est de se dire, il y a tellement de solutions possibles. Ça va tellement vite. Tous les jours, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une nouveauté incroyable dans l'IA. Vous avez qu'à aller sur Twitter et regarder pendant 5 minutes. Rien que ce matin, on vient de diviser quasiment par 2 les coûts des outils type ChatGPT parce qu'on a trouvé des nouvelles puces qui vont plus vite, qui sont moins chères, etc. Et ça évolue tellement vite que nous, on s'est placé de ce côté-là en se disant il va y avoir un besoin d'aide, des entreprises et d'accompagnement. Donc ça, déjà, se faire accompagner, je pense que c'est un bon choix parce qu'on n'est qu'au début. Si vous regardez les courbes exponentielles de publication de papier sur l'IA, on en est là. Et l'exponentielle, elle fait comme ça. Donc chaque jour qui passe, on va avoir de plus en plus de découvertes. Donc se faire accompagner, nous, il y a 2-3 étapes qu'on recommande vraiment pour les entreprises, notamment pour les grosses entreprises. La première, c'est d'acculturer les collaborateurs. Nous, on fait des dizaines et des dizaines de sessions d'acculturation toutes les semaines. Qu'est-ce que c'est acculturer ? C'est aller voir le collaborateur et lui expliquer dans des petites séances comme on fait aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'IA ? Pourquoi on en parle autant ? Pourquoi ça va vous aider? Comment ça va rentrer dans votre quotidien de collaborateur? Quels sont les dangers? Quels sont les risques, les limites? Parce que ça, c'est pas inné chez un collaborateur qui n'est pas fan d'IA. Il ne va pas deviner tout seul qu'il y a plein de risques autour de tout ça. Donc, il y a un vrai besoin, pour les rassurer, parce que ça fait peur. La question la plus fréquente quand on fait des conférences, des formations, c'est est-ce que ça va faire le job à ma place? Et plutôt quand ça va faire le job à ma place? Donc nous, on est là pour les rassurer et dire oui, il y a des risques pour certains jobs, mais surtout, c'est des grosses opportunités. Donc rassurer sur tout ça, et 2, leur mettre le pied à l'étrier. Parce qu'on se rend compte que c'est quand ils comprennent les cas d'usage très concrets, les collaborateurs, qui se disent tiens, je veux tester ça, je veux tester ça. Peut-être ça peut marcher pour ma problématique ici, ma problématique là. Donc voilà, faire toutes ces séances d'acculturation, ça c'est la première étape, je pense que beaucoup d'entreprises ont mené, mais on est encore en plein dedans pour la plupart. La deuxième, c'est évidemment d'aider les entreprises à découvrir les cas d'usage, les vrais et les bons cas d'usage. Où est-ce que c'est vraiment utile? Où est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Quand est-ce que j'ai besoin de ChatGPT? Quand est-ce que j'ai besoin d'une startup beaucoup plus poussée et beaucoup plus précise sur une verticale? Ça non plus, ça sort pas du chapeau, c'est pas si facile. Nous, on avait échangé avec les TXB, on échangeait avec beaucoup de startups tous les jours qui nous disent en fait, moi, sur cette verticale, je pense que je peux aider, je pense que je suis le meilleur. Et tout ça, nous, on essaie de le donner aux clients derrière. Donc, sensibilisation, découverte de cas d'usage et d'outils. Et derrière, formation. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a choisi à la fois de faire l'audit et de la formation. C'est que c'est des outils qui ont l'air faciles, mais qui sont complexes. Et les collaborateurs, ils ont envie de l'utiliser, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Donc nous, on fait beaucoup d'accompagnement en amont avec la sensibilisation et en aval, une fois que les outils ont été implémentés. Là, par exemple, Copilot, ChatGPT, mais on travaille même avec des startups qui nous disent on a implémenté les outils, maintenant, il faut former les collaborateurs parce que c'est vraiment un nouveau paradigme. Donc voilà, ces 3 étapes sont celles vers lesquelles les entreprises ont l'air de se diriger et qui sont cohérentes parce que ça fonctionne. Super. Virginie, alors plutôt du côté opérateur, à l'inverse, d'abord, est-ce que vous avez des bons conseils à donner ou des interrogations et des craintes par rapport à ces évolutions Pas mal de questions, ouais. Notamment la question de la donnée. Est-ce qu'on a de la donnée suffisamment fiable, suffisamment propre pour pouvoir l'utiliser? Également la question du cas d'usage, voilà, comment choisir le bon cas d'usage. Question du retour sur investissement. Alors, ça peut être financier, ça peut être environnemental, ça peut être satisfaction, et comment on va pouvoir le mesurer. Et puis également les questions des compétences. Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai besoin de former les équipes, mais qui on a besoin de former, puis aussi sur quoi, et est-ce que j'ai besoin d'embaucher?
quel profil? Est-ce que je dois aller chercher des data scientists? Comment je vais les garder? Comment je vais continuer à les former? Est-ce que je n'ai pas plutôt besoin de m'adresser à des cabinets de conseil? Donc, pas mal de sujets là-dessus. Bien sûr, la question de la confidentialité, puis la question de la confidentialité de la sécurisation informatique, en fait. Ouais. Donc, Super, merci. Alors, on ne va pas prendre toutes les questions, mais avant de conclure, il y en avait une quand même, c'est comment les entreprises vont arriver à se distinguer si elles utilisent toute la même IA, puisque on va faire appel à l'intelligence pour améliorer la qualité de sa réponse, mais finalement, les entreprises, elles ont un enjeu de différenciation. Et donc, si on utilise tous la même IA et si on apporte tous la même réponse, est-ce qu'on va avoir le moyen de se distinguer? Moi, je vais faire l'analogie avec le collaborateur, parce que c'est une question qu'on a pour les collaborateurs, comment un collaborateur va se distinguer d'un autre, etc. Et moi, je dis souvent que l'IA, c'est la revanche du quarantenaire, et j'y crois fermement, parce qu'en fait, je pense, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, je pense que ces technos, elles vont en effet toutes converger vers une efficacité, en tout cas quand je prends les IA généralistes type GPT Copilot, elles sont tout aussi puissantes, on finira tous par écrire des mails avec Copilot, on finira tous par faire nos annonces sur ChatGPT ou que sais-je. Donc on va converger vers ces tâches, vers un outil qui nous fait à peu près tous la même chose. Pourquoi c'est la revanche du quarantenaire? C'est parce que le quarantenaire qui va faire ça, alors je dis quarantenaire, c'est un gros mot, mais qui va faire ces tâches-là avec de l'IA, et il va être formé pour ça, il va y arriver très vite, en fait derrière il a 20 ans d'expérience, ce qu'a pas le junior. Et donc, il va pouvoir mettre son expérience du client, son expérience des problèmes, son expérience des échecs, son expérience de son métier sur de l'IA. Et donc, il va pouvoir se différencier comme ça. Et je pense vraiment que si on fait justement cet effort de non pas automatiser les tâches, mais d'aller chercher 80% d'une tâche avec de l'IA, ben c'est les 20% qui restent, qui vont être faits par l'humain, qui vont faire la différence. Et donc, ce que je dis là pour la différence entre un junior qui ferait tout avec de l'IA et un plus expérimenté qui viendrait apporter une part d'humain et d'expérience par-dessus, c'est pareil pour l'entreprise. L'entreprise qui va vouloir quelque chose de 100% automatisé, bah, elle va se heurter à dire oui, mais si mon concurrent automatise tout aussi, on fera la même chose. Mais en fait, chaque entreprise a des collaborateurs qui ont leur sensibilité, une histoire qui est spécifique, un secteur d'activité qui est spécifique. Et si tout ça est apporté sur l'aide de l'IA, donc si ça reste, et pour moi ça doit rester un super outil, un super assistant, un super stagiaire, si ça reste ça, bah moi je pense, et si les gens sont formés à bien l'utiliser pour justement que ce soit pas trop lisse, je pense qu'on verra pas ce problème. Ça va demander de s'adapter, hein, parce qu'aujourd'hui on tape tous la même chose, on a à peu près tous la même réponse, mais l'expérience, l'humain plus de l'IA, je pense qu'on arrivera à des choses qui seront très différentes d'une personne à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Je voulais juste complémenter parce que moi je me suis posé la question pour moi-même et pour mon secteur, le VC. Après tout, si on a tous accès aux meilleures startups en interrogeant des outils qui nous trouvent la super startup qui va bien dans le bon secteur avec le tel profil et que l'analyse est extraordinaire, on va tous vouloir investir dans les mêmes boîtes et on peut pas se différencier. On peut pas se différencier. Donc en fait, ce qui va se passer, moi c'est ma réponse, hein, c'est que nous on va devoir se réinventer aussi pour apporter quelque chose de plus. C'est-à-dire que, je vous donne juste un exemple, hein, quand on choisit une équipe, on va pas seulement la choisir sur CV, il va y avoir un feeling qui va se faire. Est-ce que les gars c'est des leaders d'opinion? Est-ce que on sent dans leurs yeux quelque chose de supérieur? Est-ce qu'il y a une volonté d'y aller jusqu'au bout? Est-ce que on sent qu'on va s'entendre? Voilà. Et ça, c'est des compétences d'expérience, effectivement, qui vont faire la différence par rapport à une simple compétence d'analyse. Mais on peut se poser nous-mêmes la question. Voilà, je voulais donner à partir de notre exemple à nous, voilà, la remise en cause qui va arriver forcément sur notre secteur comme sur le vôtre. Super, merci. Une petite note d'espoir pour les quarantenaires. Donc, en conclusion. Et Julien, je vais apporter un point important. Hier, j'étais aussi à une conférence et la personne qui intervenait faisait le parallèle entre l'arrivée d'Internet et l'arrivée de l'IA. Et en gros, pour se différencier, aujourd'hui, enfin avant, on se disait « Ah, je vais faire un site Internet ». Aujourd'hui, tout le monde a un site Internet et tout le monde est différent. Donc, c'est un peu ça. L'IA, c'est un nouveau vecteur, quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est vous qui allez l'adopter, travailler avec tel ou tel partenaire. Donc déjà, si vous travaillez avec Mister IA ou avec un autre partenaire, ce ne sera peut-être pas la même chose. Et finalement, derrière l'IA, il y a de l'humain. Avant tout, ça commence avec vous, votre réflexion et vos processus.
Et il y a aussi des sociétés, donc vous avez des valeurs spécifiques. Et c'est pour ça que tous les sites Internet ne se ressemblent pas. Et tous les projets et processus qui seront mis en place suite à l'adoption de l'IA par vos équipes seront différents. Super, merci Angela. Voilà, on arrive à la fin de cette première conférence. Merci à Julien, Martin et Virginie pour leurs interventions. On va faire une pause et se retrouver à 11h45. Donc vous êtes invités à rejoindre le hall, sachant qu'il y a un espace pour les startups qui est derrière. Et vous avez dû avoir la liste des startups et on vous invite à aller à leur rencontre. Voilà, et on se retrouve à 11h45.